Et bienvenue dans ce troisième volet des rattrapages de début 2017, où on va parler cette fois-ci de films un petit peu plus inclassables, un petit peu moins classables, ça dépend comment on le dit. Il y aura donc Gimme Danger de Jim Jarmusch, Silence de Martin Scorsese, David Lynch The Art Life de Olivia Nygaard-Holm, John Nguyen et Rick Barnes, La Communauté de Thomas Vinterberg, Nocturnal Animals de Tom Ford. Et j'ai touché deux mots d'un truc un petit peu hors série, mais dont j'avais envie de parler, c'est Mad Max Fury Road, la version Black and Chrome, la version noir et blanc, donc de George Miller. Et voilà, on commence tout de suite avec Gimme Danger, qui arrive très peu de temps après Patterson, qui est sorti en fin d'année dernière. Et en fait, Gimme Danger, c'est un documentaire en fait sur l'histoire des Stooges, qui est ce groupe de rock qui affleure avec le punk. En fait, c'était un groupe extrêmement influent dans la sphère rock au début des années 70, qui n'a pas existé pendant très très longtemps, mais qui est devenu très très culte par la suite. C'était le groupe de Iggy Pop, avant qu'il se fasse un nom avec sa carrière solo, avant qu'il commence à collaborer avec David Bowie et ainsi de suite. Voilà, en fait, Jim Jarmusch est très ami avec Iggy Pop, dont le nom réel m'échappe là tout de suite. Et il a fait ce documentaire en ayant toute la confiance de Iggy, qui aurait peut-être pas accepté en fait qu'un tel documentaire se fasse entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc ça crée en fait une parole très sincère, très spontanée de la part de Iggy et de ceux qui restent de l'époque. C'est un documentaire fascinant. Après, si on voyait pas la tronche de Jarmusch au début et si on m'avait pas dit que c'était un film de Jarmusch et que j'avais pas regardé le générique, à aucun moment j'aurais pu penser que c'était un film de Jim Jarmusch. Ça porte absolument pas sa patte qu'il a dans ses films de fiction, ses longs métrages. Mais en tant que documentaire sur les Stooges, c'est vraiment fascinant. Après, bon, il faut aussi être très curieux de la sphère de l'époque, mais même si on est curieux de manière générale, sans être particulièrement versé dans l'histoire du rock, c'est absolument génial de voir comment, socialement, culturellement, musicalement, quelque chose aussi influent a pu se déployer dans un contexte aussi chaotique, quoi. C'est vraiment toute la réputation, toutes les histoires qui ont tourné autour de Iggy, des Stooges et de toute cette époque. Elles sont vraies dans le film. Quand on voit Iggy sur scène, c'était vraiment un personnage. C'est vraiment un personnage, il est pas mort, je sais pas pourquoi je dis c'était. Voilà, de fait pas énormément de choses à dire dessus, si ce n'est que c'est un documentaire super intéressant, super bien foutu, et que je vous le conseille. Ouais. Silence de Martin Scorsese, qui arrive juste après Le Loup de Wall Street, donc c'est assez rigolo de voir à quel point Le Loup de Wall Street son titre aurait pu être Bruit, et à quel point Silence est son pendant, son opposé exact. C'est une sorte de deux facettes d'une même pièce. Parce que la spiritualité, autant dans Loup de Wall Street, elle était a priori pas présente parce qu'on parle d'un univers ultra matérialiste, ultra arriviste. Mais pour ces mecs, la finance, c'était une forme de spiritualité. Quand on voit les espèces les moments où, en fait, où DiCaprio pète un plomb et que les mecs sont juste en transe, en train de crier, de taper en rythme et d'être en chœur, c'est presque une sorte de transe religieuse, une transe spirituelle. En tout cas, c'est traité comme ça, et Scorsese, comme il est obsédé par ces questions, il joue toujours sur l'espèce d'ambiguïté à ce niveau. Mais en tout cas, voilà, avec Silence, il aborde la question de manière beaucoup plus littérale. Beaucoup d'encre a coulé sur ce film. C'est un sujet qui m'intéressait à la base, même si je suis absolument pas d'obédience catholique ou une quelconque obédience religieuse. Donc ça m'intéressait vraiment d'un point de vue extérieur, parce que, de manière plus générale, le silence divin auquel sont confrontés les personnages principaux du film, c'est quelque chose qu'on peut élargir à bien au-delà de la sphère catholique, la sphère judéo-chrétienne et la sphère même des religions, tout simplement, parce que c'est une thématique, l'homme face à l'univers, face au silence de l'univers, qu'est-ce qu'on fait ici? Il n'y a pas besoin de se revendiquer de tel ou tel dogme religieux pour se poser ces questions. Mais le film m'a vraiment laissé sur ma faim. C'est un film qui est très 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 austère, vraiment très austère dans sa facture, et c'est un parti pris, c'est vraiment une démarche, nous montrer à quel point ces mecs en bavaient, et on le sent vraiment, quoi. C'est ce que je disais un petit peu dans la première vidéo de rattrapage de 2017 sur Lost City of Z, c'est à peu près la même démarche d'austérité pour nous faire ressentir très techniquement à quel point tous ces gens galèrent à cette époque. Toutes les scènes quand ils arrivent au Japon, tout est sale, embourbé, jusqu'à ce que l'intrigue évolue et tout ça. Mais il y a un truc très malaisant physiquement dans ce film qui est très très bien retranscrit. Après, encore une fois, c'est un film, faut pas être crevé pour le voir, sinon ça va être très difficile d'aller jusqu'au bout. Il est très long et dans sa manière en fait de nous montrer le dilemme du personnage de Andrew Garfield sur le fait de renoncer, même de manière très superficielle et de manière très officielle, tout en gardant peut-être sa foi intérieurement, de renoncer en fait à sa foi.
Il y a un phénomène d'accumulation, en fait, qui prend toute la deuxième partie du film, qui est aussi nécessaire dans une certaine mesure pour nous montrer à quel point le personnage est sollicité, à quel point il est travaillé à l'usure dans le long terme par ses ravisseurs. Mais en termes cinématographiques, le fait de montrer à ce point, de manière aussi littérale, cet effet de répétition m'a pas semblé vraiment utile. Ça crée au bout d'un moment une sorte de redondance, tout simplement. Et moi, ça a commencé à m'emmerder, tout simplement. Très clairement, au bout d'un moment, je me suis fait chier devant le film à cause de ça. En ajoutant à ça que je suis pas vraiment certain de savoir où Scorsese veut en venir, notamment à travers la toute fin du film. En même temps, j'imagine qu'il a laissé vraiment beaucoup de choses ouvertes dans l'œuvre pour que chacun puisse se faire son interprétation, et forcément avec une thématique aussi personnelle, aussi intime et métaphysique, eh ben c'est bien sûr, faut laisser le truc ouvert, mais là, ça m'a plus fait l'impression de botter en touche, plus que de laisser certaines pistes et de nous laisser les outils pour créer notre propre truc. Vraiment, j'ai eu l'impression que le film se perdait un peu dans un côté trop littéral, trop factuel dans la description de la trajectoire de ces personnages. Et voilà, donc après, je serais ravi de savoir ce que vous en avez pensé, en quoi, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, en quoi le film vous a parlé et en quoi vous trouvez qu'il réussit cinématographiquement apporter le film, apporter son propos quelque part. Mais en tout cas, voilà, à ce stade, l'effet que m'a fait le film. David Lynch, The Art Life, la vie artistique, comme on dit, qui est un documentaire sur la vie de David Lynch, mais pas toute sa vie. En fait, depuis sa naissance et ses débuts, juste avant le moment où Eraserhead va sortir, son premier film en fait qu'il a fait découvrir aux yeux d'un public plus large en fait, et sur la voix off de David Lynch qui se met en récit, qui raconte tout ça. Plein d'images d'archives sont entrecoupées de moments en fait où il est chez lui à Los Angeles, dans son atelier, et on le voit créer vraiment. Et ces passages sont vraiment géniaux, c'est très immersif. Il y a un côté très fascinant, très hypnotisant à le voir en fait bidouiller ses textures, voir ses différents modes opératoires avec son jet d'eau, ses toiles, ces trucs qui bidouillent, qui sculptent, qui l'assemblent, il est vraiment dans son processus créatif en se montrant dans son plus simple appareil, au sens figuré, pas au sens littéral. Voilà, il y a cette alternance en fait, tout ça est aussi intelligemment illustré par certaines œuvres qui sont dans son atelier et qui à certains moments font vraiment écho à certains passages de sa vie. C'est assez marrant de voir comment les cinéastes en fait ont mis en rapport ça. Et voilà, c'est fascinant ce film aussi de constater à quel point David Lynch, qui est pour beaucoup de gens la quintessence de l'artiste torturé, vraiment qui a un univers très sombre, très 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 barré, donc forcément il a dû avoir une vie pas possible et en passer par des trucs, des vertus pas mûres. Et ce qui est fascinant dans ce film, c'est qu'il raconte, un des premiers trucs qu'il raconte, c'est qu'il a eu une enfance ultra joyeuse, sans aucun souci. Il n'a pas eu de traumatisme, ou en tout cas pas de traumatisme suffisamment explicite pour être mentionné et dire oh, putain sa vie est partie en sucette à partir de là. Non, pas du tout. Après, il a certaines images fortes et parfois qui relèvent du traumatisme qui sont toujours là. Par exemple, le moment, c'est un des meilleurs moments du film où il raconte qu'en dehors de leur maison avec son frère, ils étaient posés juste devant la maison, quoi, sur l'herbe, et ils ont vu au loin arriver une femme nue en fait qui était de leur point de vue d'enfant qui était gigantesque. Et dans le design sonore du film, à ce moment-là, dans la manière qu'a Lynch de le raconter, là, on tombe d'un seul coup dans un film de Lynch. Et c'est génial, alors qu'il ne fait que raconter un souvenir a priori anodin de son enfance. Alors bon, le souvenir est quand même pas complètement anodin, c'est pas tous les jours qu'un truc comme ça se produit, mais dans sa manière de voir cette figure arriver, de voir comment, par exemple, ce genre d'image et ce genre de moment va être repris notamment dans ce film ultérieur comme Blue Velvet. Il y a un jeu vraiment de correspondance entre sa vie et son œuvre qui sont pas clichés, pas forcément attendus, mais qui prennent tout leur sens en fait dans le contexte du film. Donc même si on n'est pas fan de David Lynch, c'est vraiment un super documentaire à voir, notamment pour toute sa plongée tout simplement dans l'univers créatif de quelqu'un et ce plaisir simple à créer. Moi je suis ressorti du film, j'avais envie de bidouiller des textures, j'ai envie de prendre de la peinture à pleine main, la mixer avec du sable, la lancer sur des toiles. La communauté de Thomas Vinterberg. Alors Vinterberg qui est un des créateurs du Dogme 95 avec Lars von Trier, qui était ce courant donc à la moitié des années 90 danois avec quelques réalisateurs qui ont décidé d'appliquer une certaine démarche artistique à leurs films. C'est ce qui a donné Festen notamment, c'est ce qui a donné Les Idiots, ce qui a donné... Mais voilà, après Thomas Vinterberg s'est éloigné de ces principes-là pour, tout comme les autres réalisateurs se revendiquant du Dogme 95, pour élargir son cinéma à d'autres horizons, d'autres tentatives d'autres expérimentations. Je me demande si aujourd'hui il y a encore des gens qui se revendiquent du Dogme 95. Faudrait que je vérifie juste après. Mais voilà, et donc là, Vinterberg nous sort La Communauté,
qui se passe dans les années 70, avec en fait une nana qui est présentatrice de news à la télé, son mari qui est professeur. Et en fait, c'est un couple, bon, il y a la patine du temps, de la routine qui s'est mise en place, et ils vont décider en fait de vivre en communauté, dans une grande baraque, avec, ils seront en gros une dizaine dans cette baraque, à vivre tous ensemble. Donc c'est encore plus que de la colocation, quoi. Il y a une imprimante qui vient de troller. Et voilà, tout ne va bien entendu pas se dérouler comme prévu, l'utopie de la vie en communauté ne va pas s'avérer aussi rose que prévu, et le film parle pas uniquement de l'échec d'une utopie, parce que par d'autres aspects, en fait, ça fonctionne, en fait, pour certains personnages, mais montrer que dans une certaine mesure, pour certains, l'enfer c'est les autres, comme dirait l'ami Jean-Paul. C'est un film qui est aussi actuel dans sa manière de questionner tout simplement le rapport aux autres, le rapport à la vie en commun. Qu'est-ce que c'est vivre avec les autres et jusqu'à quel point c'est possible, jusqu'à quel point nos carcans de pensée qu'on a hérité du monde moderne et de la vie aujourd'hui en société font que parfois on se crée des sortes de mythes relationnels, des mythes dont on s'abreuve mais qui sont pas forcément du tout adaptés. Donc voilà, ça se focalise sur cette période, et il y a une dimension assez autobiographique pour Thomas Vinterberg apparemment, mais ça s'élargit à beaucoup plus large. Après, le film est assez déroutant, assez bizarre, dans sa manière en fait de parler a priori de la vie en communauté, de toutes ces thématiques, mais de botter très rapidement en touche pour devenir l'étude d'un couple, l'étude de deux personnes en fait. Les conséquences de la communauté pour un couple, et vraiment le cinéaste focalise sur ces deux-là. Et bien entendu, il faut aussi se focaliser sur certains personnages plus particulièrement pour arriver à les pousser assez loin, à étudier vraiment leur progression en tant que personnage, et pas juste faire un tableau d'ensemble où on va vraiment se pencher sur rien en particulier. Mais à ce point, en fait, dériver sur quelque chose qui n'a plus trait à ce qu'était la thématique du film, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression que le film se disperse pas mal à ce niveau-là. Il y a ce côté aussi doux amer qu'il y a au début du film, où c'est à la fois, il y a un côté drame qui va se déployer dans le film, mais aussi un côté très drôle aussi. Il y a certains personnages assez hauts en couleur dans la coloc, comme le mec qui est super sensible et qui... Enfin bref, je vais vous épargner les portraits de chacun. Mais il y a des promesses en fait dans le premier tiers du film qui m'ont vraiment plu, qui m'ont parlé. Et le film part sur complètement autre chose. Je sais pas, c'est comme si Entre les murs s'appelait En couple. Alors, peut-être qu'il y aura un couple au milieu, mais c'est pas le propos du film. C'est comme en fait si la communauté prenait pas juste un truc en particulier pour ouvrir à un sujet beaucoup plus large, mais partait d'un sujet très large pour ensuite se focaliser beaucoup trop sur un seul point et que le reste en pâtisse en fait. Donc c'est un film qui m'a laissé un peu en mode... j'en retiens quelques moments agréables, drôles, décalés, un petit questionnement de base qui aussi m'a pas mal interpellé, mais en tant qu'œuvre sur sa globalité... je suis pas convaincu. Nocturnal Animals de Tom Ford, le styliste Tom Ford, qui en est là à son deuxième long métrage. Le premier c'était A Single Man, avec Colin Firth, et donc il arrive avec Nocturnal Animals, qui est un film narrativement assez ambitieux, parce qu'il se déroule sur différentes temporalités, sur différents niveaux de réalité, de fantasme, on sait pas trop, c'est un film qui reste très ambigu sur sa manière de raconter les choses, mais qui le fait très bien. En fait, c'est une œuvre ouverte, mais qui n'est pas une œuvre ouverte qui dit « faites votre propre film, j'ai la flemme de faire le mien ». Non, là, vraiment, il y a tout plein de petites pistes d'interprétation qui peuvent être vraiment passionnantes, toutes prises indépendamment les unes des autres. Il y a Jake Gyllenhaal dedans. Jake Gyllenhaal, c'est un standard qualité qui a fait ses preuves. À peu près tous les films dans lesquels il est sont vraiment dignes d'intérêt à divers degrés. Ça parle d'une femme qui est interprétée par Amy Adams, qui est décidément une très bonne actrice. Il va falloir lui lâcher la grappe avec Superman et Lois Lane. C'est une galeriste à Los Angeles, elle évolue donc dans le milieu artistique, elle est dans un milieu qui est donc très sophistiqué, avec un mari qui en a plus grand chose à faire d'elle, donc elle est pas heureuse du tout, et en fait elle va recevoir un bouquin écrit par son ex-mari, qui est interprété donc par Jake Gyllenhaal, elle va se mettre à le lire, et à partir de là, on va alterner entre différentes temporalités, entre le présent de Amy Adams, son passé avec Jake Gyllenhaal, ce qui se passe a priori dans le bouquin, mais on ne sait pas jusqu'à quel point ça fait écho à ce qui s'est passé entre eux, parce que les personnages sont joués par eux dans ces moments fantasmés de narration du bouquin, dans ces moments de fiction. Et il se passe des trucs vraiment très durs, horribles dans ça, et voilà, le film ne tranche jamais sur à quel moment les passerelles se font exactement. Si vraiment on est dans un côté très abstrait, et en fait, à partir de leur relation personnelle, le personnage de Gyllenhaal a extrapolé sur un récit qui est celui qui est raconté, ou si, dans une certaine mesure, il s'est passé ça techniquement pour certains personnages,
Il y a un truc vraiment entre deux qui est assez fascinant. Il pourrait vraiment y avoir une rupture entre ces deux films, entre le côté très sophistiqué, très, très froid en fait du milieu artistique à Los Angeles, et le côté beaucoup plus poussiéreux, Amérique profonde du récit qui est raconté d'après le bouquin de Gyllenhaal. Et c'est un film qui visuellement déjà, c'est une petite tuerie. C'est marrant parce que ce milieu, c'est un milieu de fait que Tom Ford connaît très très bien, mais dont il donne une image qui est très 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 caustique en fait. Je sais pas jusqu'à quel point il est en rupture avec ce milieu ou pas du tout en fait, mais pour un mec qui évolue à ce point là-dedans et qu'il ait à ce point un recul et une mise en abîme de soi par rapport à ce qu'il montrait dans le film, putain, faut le faire. En plus en termes de mise en scène, le film part des fois sur des trucs assez barrés, assez visuellement fascinants, ouais. Hypnotisant, j'irais même jusqu'à dire hypnotisant, dont le générique de début du film, avec ces corps bizarroïdes au ralenti, ces corps a priori disgracieux, mais qui sont filmés de la manière la plus glamour, pailletée, bling bling possible, pour pousser en fait toute la relativité de la beauté dans ces retranchements, et tout le côté vain en fait du milieu qui fait partie du personnage d'Amy Adams. Et voilà, le film va jouer sur ces différents tableaux, de manière assez fragmentée, mais ça fonctionne vraiment. C'est un cinéaste, Tom Ford, qui m'interpelle. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il va faire par la suite. Si le styliste et son background de styliste et de mec qui évolue dans ce milieu va continuer à déteindre dans une certaine mesure sur ses films, ou s'il va faire des tentatives expérimenter sur d'autres domaines. Mais voilà, si vous n'avez pas vu Nocturnal Animals, je vous conseille de tenter le visionnage, ça vaut le détour. Et enfin, je voulais vous parler de la version Black and Chrome, noir et blanc, de Mad Max Fury Road, que j'ai vu très très récemment, en fait. Et j'attendais une occasion de vous en parler, bah voilà, l'occasion est là. Au début j'étais assez circonspect, je ne voyais pas forcément l'utilité d'une version noir et blanc de ce film, surtout pour un film qui a un travail sur les couleurs et l'étalonnage aussi ouf, justement qui repose à ce point sur les teintes d'ocre, de trucs, de machin. Et ben en fait, on se rend compte au visionnage que George Miller, dès le début, a effectivement pensé à la majorité du film pour une version noir et blanc. Le travail sur les contrastes notamment, pas juste les contrastes dans l'éclairage, mais même dans le design des personnages, sur les masques, sur la manière de Immortan Joe, sa manière très marquée d'avoir le noir par exemple sous les yeux, tout est très 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 contrasté en fait. Et cette très grande utilité du noir et blanc, cette pertinence du noir et blanc, j'ai surtout senti au début du film et à la fin, où ce travail sur le contraste est très très présent, et j'ai quasiment oublié que j'étais en train de voir une version noir et blanc, tellement je trouvais qu'elle s'autosuffisait. Mais à certains autres moments, en fait, la version couleur reste vraiment la meilleure. Par exemple, à partir du moment où il y a la course-poursuite, où ils vont tous entrer dans l'énorme tempête, là, et ben en fait, c'est des décors et une mise en image qui est beaucoup, beaucoup moins contrastée, et qui, en fait, pâtit du passage au noir et blanc. Je suis désolé, mais le mec qui joue de la guitare, là, avec les espèces de flammes qui en sortent, ça a tellement plus de gueule en couleur. Et notamment ce plan incroyable de très très loin où on voit tous les véhicules qui ont la tête d'une fourmi s'approcher de cette barrière de tempête. Et ben là, ça a vraiment énormément moins d'impact en version noir et blanc. C'est vraiment tout juste si je me souviens de ce plan dans le film, alors que c'est un de ceux qui m'avait le plus marqué dans la version couleur. Donc c'est vraiment une version bâtarde, je trouve, parce que quitte à aller vraiment dans le fait de penser le noir et blanc dès le début, bah, je comprends pas pourquoi George Miller n'a pas pensé tout le long du film, ou peut-être que c'était un parti pris, mais à ce moment-là, je comprends pas trop. Mais voilà, je serais curieux d'avoir votre opinion sur cette version noir et blanc, si vous l'avez vue, si vous trouvez vraiment que ça apporte quelque chose, et si les scènes qui m'ont laissé sur ma faim sont les mêmes qui vous ont laissé sur votre faim. S'il y en a qui vous ont laissé sur votre faim, ce qui n'est pas dit, j'en sais rien. Mais voilà pour ce rattrapage de quelques sorties de début 2017. Peut-être que dans l'année, je ferai d'autres petits rattrapages si pendant 2-3 mois, par exemple, j'ai pas eu l'occasion de vous faire telle ou telle préséance sur des trucs dont j'aurais voulu vous parler. Je vous dis tout simplement à très 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 bientôt pour... je sais pas dans quelle ordre cette vidéo sortira, donc je sais pas ce qui va la suivre. Mais voilà, pour la suite, il y a la suite qui arrive. Au revoir.